Vous pensez que BlackRock en veut uniquement à votre retraite? Il lorgne encore plus sur votre assurance vie. Vous vous demandez pourquoi? Je vous réponds en moins de 20 minutes. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué comment les taux d'intérêt négatifs s'étaient progressivement imposés sur les marchés financiers, notamment dans le cas des obligations d'État. Par exemple, aujourd'hui, la France finance sa dette en vendant des bons du Trésor de court terme à des taux négatifs. Les marchés payent pour prêter de l'argent à la France. Plutôt sympa, les gars. C'est pareil pour l'Allemagne et quelques autres pays. Le phénomène est à ce point développé qu'aujourd'hui, l'encours mondial d'obligations à taux négatifs est de l'ordre de 13 000 milliards de dollars contre 8 000 milliards en 2018. Donc une hausse de plus 60% en 2 ans et l'accélération continue. Alors pourquoi les marchés acceptent de payer pour prêter aux États? Ça paraît incroyable et un peu idiot. Autant pour un particulier qui veut construire une maison, un crédit à taux négatif, c'est un peu un cadeau de Noël. Autant pour une institution financière, c'est le dépôt de bilan assuré, quoi. En fait, la principale raison, c'est que les marchés n'ont pas le choix. Les banques, les assurances, les fonds communs de placement, les fonds de pension, tous les acteurs financiers ont besoin de ces obligations d'État pour sécuriser les placements d'épargne de leurs clients. Les bons du Trésor des États, réputés stables, sont une garantie qu'il n'y aura pas de faillite du placement, car les États sont censés rembourser, quoi qu'il arrive. D'accord, mais avec des taux négatifs, ça revient quand même à grignoter le rendement global du placement. Et c'est notamment ce qui se passe pour les assurances-vie en fonds euros. Les fonds euros, c'est des placements sécurisés pour les gens qui ne veulent pas prendre trop de risques avec leur épargne. Le capital investi est garanti, mais la rémunération est généralement plus faible. Les assurances-vie en fonds euros font partie de l'arsenal d'épargne sécurisée des Français et représentent début 2020 environ 1 400 milliards d'euros. Les deux autres grandes catégories d'épargne sécurisée sont les différents livrets, A, LDDS, PEL, LEP, etc. pour 1 100 milliards d'euros, et les dépôts à vue et les pièces et billets pour environ 600 milliards d'euros. Les fonds euros représentent 80% de toute l'assurance vie des Français. L'autre partie étant constituée des fonds en unités de compte, non sécurisés, non garantis, dont on va parler après. Les institutions financières qui proposent des contrats en fonds euros doivent placer l'épargne de leurs clients dans des valeurs sécurisées. Les bons du Trésor des différents États européens en sont une. Ça représente environ 40% du portefeuille. Les obligations de grands groupes du CAC 40 ou d'entreprises publiques en sont d'autres, pour environ 50%. Et l'immobilier et les actions peuvent compléter le reste. Et en général, les institutions financières françaises doivent détenir au moins 60% de bons du Trésor français dans leur portefeuille d'obligations d'État. Donc, si les taux d'intérêt des bons du Trésor français deviennent négatifs, ou très bas, alors la rentabilité du reste du portefeuille va en pâtir. En fait, ce phénomène de chute des rendements des assurances-vie en fonds euros est en cours depuis pas mal d'années. En 2000, le rendement moyen était de 5,3%, alors qu'aujourd'hui, il est d'environ 1,4% seulement. Si l'on dessine sur le graphe les rendements moyens des bons du Trésor français, on voit très clairement la corrélation. Mais après la crise de 2007-2008 et la politique monétaire laxiste des banques centrales, on voit comment l'écart entre rendement des assurances-vie et bons du Trésor s'est creusé, créant la situation difficile actuelle pour les assureurs qui ont du mal à payer leurs clients. Du côté des épargnants, si l'on prend en compte l'inflation, on voit à quel point le rendement réel de l'assurance-vie a été grignoté petit à petit au cours des années, avec un risque de passer à des rendements réels, négatifs pour le coup, dans les années à venir. C'est d'ailleurs un grignotage similaire qui a touché le livret A, puisque son taux est passé de presque 3% en 2000 à 0,5% en février 2020, tandis que l'inflation est maintenant partie pour s'envoler à 1,5%. Donc on peut dire que les Français sont littéralement pillés par la politique financière de ces 10 dernières années et qu'ils payent la soi-disant sécurité de leur épargne par une perte progressive de leur capital. Comme les banquiers et les assureurs ont de plus en plus de mal à garantir une rémunération, ils cherchent, pour le bien de leurs clients évidemment, à leur faire diversifier leurs placements vers des contrats plus risqués mais potentiellement plus juteux. Ce sont les fameux placements d'assurance vie en unité de compte, les UC dans le jargon.
qui représente pour l'instant en France un montant d'environ 350 milliards d'euros. Il s'agit tout simplement de placements dans des valeurs plus risquées et non garanties, mais avec des rendements théoriquement bien plus élevés, entre 3 et 7% en général. Les valeurs visées sont alors les actions, les obligations d'entreprise, l'immobilier et les titres alternatifs plus risqués. Le résultat est totalement dépendant de la santé des marchés financiers. Pour information, les taux moyens nets des assurances-vie en unité de compte ont évolué de cette façon depuis 2006. Donc quand les marchés vont bien, ça va, et quand les marchés vont mal, ça va pas. Eh bien c'est précisément là que Macron et Bruno Le Maire veulent orienter les Français, pour leur plus grand bien évidemment. Aux Français je veux dire, pas à Macron et Le Maire. Quoique. Comme il est rapporté dans cet article de notre journal Nouvelle Solidarité, les assureurs et même l'autorité de contrôle prudentiel appellent à en finir avec la religion du fonds euro et à imaginer de nouvelles solutions d'épargne. Ouais, je crois qu'on a compris le message secret, les gars. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les rendements en diminution des fonds euros, la tentation va être de plus en plus grande pour certaines catégories de Français d'aller se risquer sur les marchés. Alors pourquoi se priver ? La loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, votée en avril 2019, vise justement à réorienter l'épargne des Français vers le financement des entreprises, et notamment par l'assurance vie. L'article 72 de la loi renforce le rôle d'un troisième type de placement, intermédiaire entre le fonds euro et les unités de compte, qu'on appelle le fonds euro croissance. Aujourd'hui, il n'y a que 2,5 milliards d'euros investis dans ce placement. Mais le gouvernement veut multiplier ce montant par 10 en 2 ans. Concrètement, il s'agit de maintenir une certaine garantie du capital, 80% au lieu de 100%, tout en augmentant la part de risque, et de demander un engagement minimal sans retrait de 8 ans. De l'avis même des experts et des assureurs, ce placement est très compliqué à comprendre et complexe à gérer, sans parler du fait qu'il sera très difficile à vendre aux clients. Mais ça ne décourage pas le président Macron. Car il a un plan. Faire tellement peur aux Français avec sa réforme des retraites, créer une telle insécurité, une telle défiance dans le système par répartition, que les brebis apeurées se jetteront dans la gueule du marché pour s'assurer une retraite et une épargne de bon niveau. Pas bête le loup. Et c'est là qu'il faut commencer à parler de BlackRock et de tous ses amis gestionnaires d'actifs. Beaucoup de gens ont commenté l'intérêt de BlackRock pour la réforme des retraites de Macron. Après tout, c'était plutôt évident qu'un gestionnaire d'actifs de cette importance lorgne sur le marché français. Vous auriez fait pareil à sa place. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, s'est empressée de nous rassurer. Arrêtons de croire qu'on est au centre du monde. Le marché français, c'est une boîte de Smarties pour BlackRock. Eh ben, pour être honnête, c'est pas faux. Bon, ça veut pas dire qu'ils voudraient pas aussi se bouffer le paquet de M&M's s'ils pouvaient. Mais si on regarde bien les chiffres, leur intérêt a l'air effectivement tout relatif. La réforme de Macron ferait qu'environ 300 000 actifs ne cotiseraient plus au régime général au-delà de 10 000 euros bruts par mois. Ce qui, selon l'Agirc-Arrco, représenterait environ 4 milliards d'euros de cotisations employés-employeurs en moins par an à partir de 2025. Ces 4 milliards par an seraient alors orientés vers des placements financiers. Mais rien n'oblige à ce qu'ils soient mis dans un plan d'épargne retraite. Ils pourraient être investis dans l'immobilier, dans des actions ou dans l'assurance vie en unité de compte, voire en eurocroissance. Il faut aussi mettre ces 4 milliards par an en comparaison des 130 milliards d'euros déjà placés en épargne retraite en France. Donc c'est seulement 3% du total. Ensuite, il n'y a pas que BlackRock sur le marché de la gestion d'actifs. Il y en a d'autres, moins connus et pourtant tout aussi sournois. La filiale Amundi du Crédit Agricole, par exemple, est le premier gestionnaire d'actifs de l'Hexagone, avec 1400 milliards d'euros sous gestion. Natixis, la filiale de BPCE, qui avait été renflouée par l'État en 2009 à hauteur de 7 milliards, est deuxième avec presque 1000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En comparaison, BlackRock ne gère que 27,4 milliards d'euros d'actifs en France, contre 7 429 milliards au niveau mondial. Enfin et surtout, rien n'oblige une banque ou une assurance à se tourner vers un gestionnaire d'actifs pour gérer les placements de ses clients.
elles peuvent le faire elles-mêmes. Tout ceci fait qu'il est vraisemblable que BlackRock ne récupère pas plus de 100 millions d'euros d'actifs à gérer et ne fasse pas plus de 500 000 euros de profit par an. Une boîte de Smarties, vraiment. La France, c'est une petite friandise quoi, pour le géant américain. Évidemment, ce calcul ne vaut que pour le cas de la réforme actuelle, et on sait que dans le fond, l'objectif est d'augmenter progressivement cette part de retraite par capitalisation. Mais vu la résistance du peuple français, ça risque pas d'arriver de sitôt. Alors Macron, BlackRock et compagnie ont un autre plan. Bon, maintenant, il faut bien suivre. On l'a vu en première partie, le montant des assurances-vie, qui est de 1400 milliards, est bien plus important que le montant de l'épargne retraite par capitalisation, qui est de l'ordre de 130 milliards, et encore bien plus important que les potentiels 4 milliards par an issus de la réforme Macron. Donc, pour BlackRock, Amundi et consorts, le jackpot serait de trouver un moyen de transférer l'assurance-vie pépère des Français, les fonds euros, vers les placements plus risqués en unité de compte, en eurocroissance ou en plan épargne retraite. Et leur calcul, c'est que les rendements décroissants des fonds euros, à cause des taux négatifs et des taux bas, vont pousser les gens à transférer de leur plein gré leur assurance-vie garantie vers des placements moins garantis. C'est la peur générée par la réforme des retraites du gouvernement qui joue le rôle d'épée dans le dos pour les Françaises et les Français. Si on n'est pas sûr d'avoir une retraite décente, on voudra forcément compenser les éventuelles pertes de pension par un placement à meilleur rendement. Pour Macron et ses larrons, c'est d'une logique implacable. Et ils pensent que cette épargne, en délaissant les bons du trésor à papa, irait alimenter le financement des startups et que tout cela engendrerait de la croissance. Sauf qu'il y a de fortes chances que cette épargne aille surtout alimenter la bulle des actions en bourse. Car rien ne garantit que les investissements soient profitables au peuple français. On laisserait simplement une masse d'argent se déverser dans un système vérolé de l'intérieur, corrompu et branché sur la spéculation financière, comme je l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Alors oui, dans le lot, il y aura sûrement des bonnes startups qui seront mises de l'avant pour justifier le transfert massif de l'épargne. Mais ce sera qu'une vitrine reluisante pour tromper le peuple. Je rappelle qu'en 2008, lorsque la crise financière a frappé, la plupart des fonds de pension européens ont essuyé des pertes colossales, jusqu'à moins 35% en Irlande. En quoi cela serait-il différent la prochaine fois ? Il faut le dire clairement, le véritable objectif de toute cette affaire, c'est de renflouer le système financier avec l'épargne des Français. Rien de plus. Si les marchés avaient une intention quelconque de développer l'économie au profit des gens, ça se saurait. Pour l'instant, ils savent qu'ils doivent éponger une gigantesque bulle de la dette, et pour ça, ils ont besoin de l'épargne disponible. Solidarité et Progrès avait déjà montré en 2013 que la loi Moscovici légaliserait la confiscation des dépôts bancaires en cas de faillite des banques, le fameux bail-in. Personne ne peut plus le réfuter maintenant, sauf peut-être les pauvres décodeurs du monde, les déconneurs faudrait dire. Mais l'assurance vie est maintenant elle-même visée par un bail-in, depuis le 28 décembre 2019, avec un arrêté sur les provisions pour participation aux bénéfices. Attendez, j'explique. En clair, cette provision, elle est constituée d'une petite partie des bénéfices annuels des clients, que les compagnies d'assurance ont le droit de mettre de côté pour assurer le paiement des contrats, parce que tout le monde ne retire pas son argent en même temps. Normalement, elles doivent rendre cette provision sous un délai de 8 ans, et ça représente un pécule d'environ 55 milliards d'euros. Attendez, c'est pas encore ça le scandale. Le scandale, c'est qu'elles sont maintenant autorisées, par l'arrêté de décembre 2019, à comptabiliser cette provision dans leurs fonds propres, comme si ça leur appartenait, pour améliorer leur apparence de solvabilité. C'est une concession qui leur a été faite à cause de la situation des taux négatifs. Mais c'est surtout un aveu de leur extrême fragilité. Que se passerait-il en cas de faillite d'une compagnie d'assurance ? Cette provision serait-elle considérée comme un actif ? Servirait-elle à renflouer la compagnie ? Bercy nous assure que non. La provision restera l'entière propriété des assurés. Pour l'instant. Mais on ouvre quand même la porte à un bail-in des assurances vie. Déjà qu'avec la loi Sapin 2, on avait autorisé le blocage des retraits en cas de crise, mais là on va de plus en plus loin. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, avec tous ces exemples, c'est que le renflouement de la bulle financière est l'unique objectif de toutes ces réformes. Tous les aspects positifs qui pourraient se cacher ici ou là
sont que des faire-valoir pour le plus grand casse du siècle. Mais il y a pire. Si je vous dis que Macron et Le Maire veulent en finir avec le crédit bancaire, a priori vous trouvez ça plutôt positif, non? Ouais, c'est vrai, depuis le temps qu'on se fait avoir par la dette et les crédits à la conso, serait temps d'en finir là. Sauf qu'ils veulent le remplacer par autre chose, par le financement direct sur les marchés. La différence entre un crédit bancaire et un financement de marché, c'est quoi? Eh bien, le crédit, c'est une création monétaire, donc c'est beaucoup plus délicat à utiliser et de ce fait beaucoup plus régulé. On doit faire attention à ce pourquoi on le crée, en théorie du moins. Tandis que le financement de marché, c'est un échange de fonds préexistants qui sont soumis à beaucoup moins de règles contraignantes. C'est ce que dit en substance BlackRock, justement. On y revient. Nous n'agissons pas comme les banques, nous n'opérons pas par effet de levier. Donc nous n'avons pas besoin d'être régulés comme une banque systémique. En effet, BlackRock et tous les gestionnaires d'actifs comme lui ne sont que des intermédiaires entre les institutions financières et les marchés. Ils ne créent pas de monnaie, ils ne font qu'allouer du capital dans des placements. Donc si on basculait progressivement du crédit bancaire vers la gestion d'actifs, il y aurait beaucoup moins de régulation dans le système. Et devinez quoi? C'est bon pour le business. Tout ça, c'est le plan explicite du gouvernement Macron. En libérant les flux d'argent, ils veulent nous faire croire que cela va alimenter l'emploi, la création de richesses réelles, les entreprises de taille intermédiaire, les collectivités locales. C'est vrai, à quoi bon un État régulateur de la finance quand on peut laisser faire les forces du marché? C'est un projet totalement suicidaire dans l'état actuel du système financier. Ça ne pourra que mener à un désastre encore plus grand qu'en 2007-2008. Cette fois, tout sera mis en place pour renflouer le système directement par les épargnants. Vous, moi, parce que les États seront plus capables d'intervenir. Bon, c'était déjà vous et moi, mais bon. C'est quoi l'alternative alors? Eh bien, ce qu'on propose à Solidarité et Progrès, ça tient en 3 principes. D'abord, il faut redonner aux banques de dépôt, réguler et séparer des banques d'investissement, le rôle de financement de l'économie, pour éviter à la fois de laisser le pouvoir à des méga-banques systémiques et de laisser les grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock et consorts prendre plus de pouvoir. Mais comme les banques de dépôt ne seront pas assez solides pour soutenir une reprise économique, il faut, deuxièmement, créer une banque nationale sous contrôle du peuple, à travers laquelle on pourrait orienter l'épargne vers l'aménagement du territoire et donc solidifier l'économie pour que les investissements privés puissent ensuite se faire sans risque. Si par exemple, on faisait un emprunt populaire rémunéré à 3-4%, ça servirait de capital à une banque nationale pour l'infrastructure et on pourrait investir de façon organisée et coordonnée une partie des fonds des assurances-vie avec une garantie de bénéfice pour tous. C'est le 3e principe qui garantira ce bénéfice. Avoir un sens des besoins de l'économie réelle, physique, pour jeter les bases d'un véritable aménagement du territoire, qui servira aux prochaines 30 glorieuses de notre pays. Tout ceci ne pourra se faire que si l'on oppose au lobby financier un lobby citoyen, actif, déterminé à remporter des victoires. C'est ce qu'on vous propose de faire avec nous. Alors contactez-nous rapidement au 01 76 69 14 50 ou sur le site de Solidarité et Progrès pour nous rejoindre sur le terrain. Et si vous en avez les moyens, faites un don mensuel de 10 € par mois ou plus pour soutenir nos actions, qui seront aussi vos actions. Et ce sera un placement un peu plus sécurisé que votre assurance vie, je pense. Si on utilise notre intelligence et qu'on se rassemble, rien ne pourra nous arrêter. Alors je compte sur vous pour que les choses sérieuses commencent. À très bientôt, ciao!